Je vous propose de vous présenter en quelques minutes et en quelques images les troupes de montagne, qui sont essentiellement organisées autour de la 27e brigade d'infanterie de montagne, comme ça vient d'être dit, que je commande depuis bientôt 2 ans. Donc 2018 est une année particulière pour les troupes de montagne, puisque outre la dernière année de commémoration de la Grande Guerre, nous commémorons effectivement le 130e année de la création des troupes de montagne, comme cela vient d'être rappelé. La première justification des troupes de montagne était de cantonner de manière permanente sur la frontière italienne des troupes spécialisées, parce que dans le contexte de la triple alliance de l'époque, l'Italie était considérée comme une menace. Depuis, les troupes de montagne ont bien sûr épousé l'histoire de France et l'histoire militaire, et ont épousé toutes les évolutions de l'outil militaire français. Mais avant de brièvement revenir sur cet héritage, permettez-moi de vous dire ce que sont les troupes de montagne aujourd'hui. Comme je vous l'indiquais, les unités spécialisées dans le combat en montagne de l'armée de terre sont principalement organisées autour de la 27e brigade d'infanterie de montagne, qui est stationnée dans les Alpes. Finalement, les troupes de montagne n'ont jamais quitté les Alpes depuis leur création, si ce n'est bien sûr pour participer aux opérations extérieures. Donc la 27 est une brigade interarmes de l'armée de terre classique dans son organisation, rassemblant les différentes fonctions opérationnelles qui sont nécessaires pour mettre sur pied les groupements tactiques interarmes que vous rencontrez en opération. Donc il y a des fantassins, ceux qui combattent à pied. Ce sont les 3 bataillons de chasseurs alpins, d'Annecy, Chambéry et Vars. Alors c'est le Vars qui est situé juste au sud de Grenoble, pas celui des Hautes-Alpes. Donc 3 bataillons de chasseurs alpins. Alors les chasseurs alpins sont évidemment ceux qu'on a en tête, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que des fantassins, bien sûr, dans cette brigade interarmes. Il y a également des cavaliers, ceux qui combattent à partir de leurs engins, en l'occurrence des AMX-10 RC et des véhicules blindés légers. Il s'agit du 4e régiment de chasseurs qui est stationné à Gap, dans les Hautes-Alpes. Des artilleurs de montagne également, ceux qui fournissent des appuis sol-sol, air-sol et solaire aux unités qui sont au contact. C'est le 93e régiment d'artillerie de montagne qui est situé à Vars. Des sapeurs, ceux qui appuient le déploiement des unités au contact en déminant ou en aidant les unités à franchir. Là, il s'agit du 2e régiment étranger de génie, qui est situé à Saint-Christol sur le plateau d'Albion, et qui est le dernier arrivé dans la brigade de montagne, puisqu'il a rejoint la brigade de montagne il y aura 20 ans l'an prochain. Également des transmetteurs, qui sont ceux qui fournissent les liaisons de commandement nécessaires à une brigade interarmes, avec une compagnie de transmission qui est située à Vars également. Il faut ajouter à ces régiments des forces l'école militaire de haute montagne, qui est située à Chamonix, qui appartient aussi à la 27, qui est un peu notre maison mère, et dans laquelle on forme nos cadres à être autonomes en montagne, et on forme également nos jeunes sous-officiers. Il faut ajouter aussi le groupement d'aguerrissement de montagne, qui est situé à Modane, qui lui a une mission un peu particulière, qui est l'aguerrissement par la montagne des unités de l'armée de terre qui ne sont pas spécialisées dans le combat en montagne. La montagne étant un milieu exigeant et très propice évidemment à l'aguerrissement. Et je termine avec, pour ce qui concerne la 27, avec notre centre de formation initiale des militaires du rang qui se situe à Gap, et où nous accueillons nos jeunes recrues pour leurs 3 premiers mois de formation. Alors pour décrire les troupes de montagne et pour être complet, il faut aller au-delà de la 27, puisque quelques unités de l'armée de terre ont des capacités montagne de façon à fournir des fonctions que la 27 n'est pas capable de mettre en œuvre, et notamment des fonctions logistiques. Le soutien santé en opération, le régiment médical de la Valbonne a un contrat montagne, le soutien ravitaillement avec le 511e régiment du train qui est situé à Auxonne, qui a lui aussi un contrat montagne, et le soutien maintenance qui est assuré par le 7e régiment du matériel qui est à la Valbonne, à côté de Lyon. Ces unités complètent les troupes de montagne, et elles sont vraiment indispensables pour que les forces terrestres soient capables de mettre sur pied une grande unité interarmes en terrain difficile. Alors cette notion de terrain difficile est très importante à retenir pour bien comprendre ce que sont les troupes de montagne. Le combat en montagne s'entend tout d'abord comme la capacité à mener des opérations dans un relief tourmenté, où la mobilité est très contrainte et où il est très souvent nécessaire de manœuvrer à pied, et où on est très rapidement en situation d'isolement. C'est vraiment la verticalité qui est au cœur de cette expertise, que le terrain soit enneigé ou non.
Il s'agit là de s'affranchir des contraintes d'un terrain difficile qu'il faut dominer avant d'affronter l'adversaire. C'est tout l'enjeu des troupes de montagne. Alors ces terrains montagneux, on s'en rend compte assez facilement, sont très souvent des zones de refuge privilégiées pour les mouvements insurrectionnels que l'on rencontre dans les conflits contemporains. Les zones montagneuses sont très souvent, et c'est naturel, situées sur des zones frontalières qui sont des zones de friction potentielle. J'ai un exemple en tête. L'armée saoudienne a rencontré de nombreuses difficultés sur la frontière yéménite quand elle a mené ses combats dans un relief très escarpé, et elle a rencontré d'énormes difficultés qui l'a amené à se poser la question de créer des troupes de montagne en Arabie saoudite. Donc on peut vraiment immanquablement parler d'une véritable actualité du combat en montagne dans les conflits contemporains. Et l'expertise des troupes de montagne s'étend aussi, et c'est parfois moins connu, aux terrains qui sont soumis à des températures très basses. Nous sommes aussi les forces spécialisées dans les conditions climatiques très basses. Appelons ça le grand froid, pour faire court, avec ou sans relief, telles que les zones arctiques. Et là aussi, ce sont des zones qui sont, on le sait, porteuses d'enjeux stratégiques qui peuvent justifier d'y intervenir ou d'y manifester une présence. Quand on regarde l'engagement actuel de la France dans le cadre des mesures de réassurance de l'OTAN dans les pays baltes, on entrevoit évidemment une zone chrysogène potentielle où il serait nécessaire d'avoir l'aptitude à évoluer et combattre en zone grand froid. Et cette aptitude pourrait être évidemment déterminante. Et nous entretenons ce type de savoir-faire, grand froid, à travers des participations régulières aux exercices de l'OTAN en Norvège, et à travers également des raids en autonomie au Groenland, où mes commandos montagne, accompagnés des grimpeurs du groupe militaire de haute montagne, effectuent chaque année un raid de 2 ou 3 semaines dans des conditions extrêmes. Et je pars cet après-midi les accueillir à leur retour de raid à Reykjavik, en Islande. Alors la finalité, diapo suivante, merci. La finalité, évidemment, actuelle reste les opérations, et les troupes de montagne partagent le fardeau opérationnel de l'armée de terre, y compris dans des opérations qui ne nécessitent pas une expertise montagne particulière. Comme toutes les unités de l'armée de terre, elles ont un socle de savoir-faire qui leur permet d'intervenir dans toutes les opérations ne nécessitant pas d'expertise de milieu. Durant les 25 dernières années, on peut considérer qu'il y a eu 2 théâtres d'opération où les capacités particulières des troupes de montagne ont pu apporter une plus-value indéniable. Il s'agit de l'ex-Yougoslavie dans les années 90, où le relief est tourmenté, et puis l'Afghanistan de 2002 à 2012, où là, il y avait vraiment matière à mettre en œuvre des capacités de combat en montagne. Alors, les 4 images que vous avez à l'écran synthétisent nos engagements actuels. En haut à gauche, l'opération Barkhane, où les unités de la 27 étaient déployées l'été dernier, et où les commandos du groupement commando montagne sont engagés en permanence au sein du groupement tactique hélicoptère. Ils sont en autorelève permanente sur le théâtre à Gao. Alors le désert sahélien, bien sûr, ne fait pas appel spécialement aux spécificités du combat en montagne, quoique si on regarde le massif de l'Adrar des Iphoras, le relief est escarpé. Mais en tout état de cause, l'exigence de l'entraînement en montagne aide évidemment à faire face à la rudesse des conditions sahéliennes. En haut à droite, les canons César du 93e régiment d'artillerie montagne, qui étaient déployés l'été dernier en Irak dans le cadre de l'opération Chamal, et qui ont activement participé à la chute de Mossoul, de Tal Afar et d'Awidja, même s'ils n'ont pas eu à mettre en œuvre, bien sûr, dans ce terrain, les capacités très particulières du tir en montagne qu'ils maîtrisent par ailleurs et qu'ils pratiquent dans les Alpes, dans le grand champ de tir des Alpes. En bas à gauche, vous avez des véhicules haute mobilité qui sont un des équipements spécifiques de la 27 et qui sont actuellement insérés au détachement français qui est déployé en Lituanie dans le cadre des mesures de réassurance. Et vous savez, ce type de véhicule est très bien adapté pour les conditions de mobilité de l'Est de l'Europe. Et enfin, en bas à droite, vous avez bien sûr l'opération Sentinelle, dans laquelle on est bien sûr très impliqué.
à Paris, en province, et avec peut-être un petit point particulier sur les missions de surveillance des frontières montagneuses que nous assurons dans certains départements alpins, de manière permanente à Sospel, au-dessus de Menton, et puis de manière plus ponctuelle dans les Hautes-Alpes, comme ça a pu avoir lieu une à deux fois cette année. Et où là, on est vraiment capable d'apporter une plus-value aux forces de sécurité intérieure par notre capacité à contrôler une zone en montagne de jour comme de nuit. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, d'où venons-nous finalement les troupes de montagne qui sont reconnues comme performantes en opération, quel que soit le terrain, tirent beaucoup de leur force et de leur réputation d'une longue histoire de 130 ans débutée en 1888. Alors c'est un peu une gageure, mais on peut essayer ici de résumer 13 décennies en 6 images qui sont autant d'étapes emblématiques. Tout d'abord, en haut à gauche, les Diables Bleus de la Grande Guerre, qui sont le premier engagement fort des chasseurs alpins qui avait été créé une trentaine d'années auparavant. Alors c'est un surnom, Diable Bleu, c'est un surnom qui avait été donné par les Allemands aux chasseurs alpins, qui étaient vêtus d'une tenue sombre, la tenue bleue des chasseurs. Pendant la campagne des Vosges en 1915, ils les appelaient die Schwarzteufel, donc les diables noirs, qui se sont transformés ensuite en diables bleus et qui ont forgé la légende d'une troupe intrépide qui ne lâche rien. La deuxième étape que je vous propose est celle du début de la Seconde Guerre mondiale, en haut au milieu, avec ce bateau qui illustre le débarquement à Narvik, où les troupes de montagne avaient été engagées pour couper la route stratégique du fer. C'est une victoire, parfois peu connue, car pas exploitée, puisque à l'époque, quand la victoire de Narvik a eu lieu, la défaite en France était déjà consommée. Et en France, il faut signaler aussi que l'armée des Alpes était elle aussi invaincue, puisqu'elle avait arrêté les Allemands au nord de Grenoble, à Vorep. Elle avait arrêté les Italiens sur les crêtes frontalières, mais la défaite générale était là. Troisième étape que je vous propose, c'est l'esprit de résistance des soldats montagnards qui se manifestera ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale dans les maquis des Alpes, le Vercors, les Glières, la Savoie, et puis dans la reconquête des vallées alpines en 1944 et 1945. Et vous avez ici une des figures légendaires des troupes de montagne, le lieutenant Tom Morel, qui est le héros du maquis des Glières. La quatrième étape en bas à gauche est peut-être un peu moins connue. Il s'agit de la guerre d'Algérie, où la 27e division alpine de l'époque avait été engagée pendant 7 ans essentiellement en Grande Kabylie, et où elle a à la fois fait de très nombreuses opérations contre la rébellion à l'époque, et elle était très fortement impliquée également au profit de la population dans les domaines de la santé et de l'éducation. Et quand on discute avec nos anciens d'Algérie, c'est extrêmement intéressant de voir à quel point ils étaient au service de la population, et ils avaient ce souci-là. Et finalement, ce conflit, il résonne assez bien avec les opérations de contre-insurrection actuelles. C'est vraiment un conflit qui est intéressant à étudier de ce point de vue-là. La cinquième étape, qui est au milieu en bas, c'est celle des opérations de l'ONU, qui ont rythmé bien sûr notre vie opérationnelle dans les années juste antérieures et juste postérieures à la fin de la guerre froide. Et ici, vous avez la sentinelle du mont Igman en Bosnie en 1995, qui est un peu l'illustration du retour des troupes de montagne sur un terrain privilégié, accidenté et hivernal. Et enfin, en bas à droite, les montagnes afghanes, qui inaugurent l'ère contemporaine de lutte contre le terrorisme, et où les troupes de montagne ont été déployées chaque hiver en Kapisa entre 2008 et 2012. Alors, outre cette diapo suivante, s'il vous plaît. Outre cette histoire et ces savoir-faire particuliers, je vous propose de retenir 3 éléments très spécifiques aux troupes de montagne qui participent à leur forte singularité. Ce premier élément, c'est sur la partie gauche de l'écran, c'est le groupement commando montagne, qui est notre fer de lance opérationnel, qui est constitué de 200 commandos. C'est une unité assez unique qui est capable de remplir des missions de renseignement, des missions d'action commando ou d'appui au franchissement dans les terrains les plus exigeants. Et parmi leur savoir-faire unique, il y a le parapente opérationnel qui est illustré ici, là, sur cette diapositive, qui leur permet d'effectuer des infiltrations et des exfiltrations nocturnes sous voile. C'est la seule unité à faire ce genre de choses avec un parapente.
Deuxième élément spécifique que je vous propose, c'est le groupe militaire de haute montagne, en haut à droite, qui est généralement bien connu, hein. C'est une dizaine d'alpinistes de très haut niveau. Ils sont dans l'élite mondiale, hein, des grimpeurs, et qui a pour mission, au profit de l'armée de terre, d'expérimenter des conditions extrêmes pour l'homme. Et ensuite, ils sont capables de transmettre ces savoir-faire aux unités de montagne en particulier. Ils le font aussi au profit des forces spéciales. Et c'est pour cela, par exemple, que les grimpeurs du GMHM accompagnent les commandos montagne dans leurs raids en Groenland. Et alors, ils ont un fait d'armes qui est bien connu dans le monde de l'aventure et de l'alpinisme, qui est la traversée de la cordillère Darwin en Patagonie. C'était en 2011, où ils ont traversé en autonomie complète une terre où l'homme n'avait jamais mis les pieds. C'était vraiment une première mondiale, et c'est sans doute une des dernières grandes aventures de découverte d'une terre totalement inconnue. Ils ont fait quelque chose qui vraiment engagé beaucoup et qui est assez remarquable. Et ils sont, de ce point de vue-là, un vecteur de rayonnement pour l'armée de terre, évidemment, même si on se rend compte que l'alpinisme de haut niveau est beaucoup moins populaire qu'il n'a été dans les années 50 ou 60, où l'alpinisme faisait fréquemment la couverture d'un Paris Match, par exemple. Et enfin, dernier élément spécifique, c'est en bas à droite, c'est l'équipe de France militaire de ski que, madame, vous avez évoqué tout à l'heure, et avec son célèbre porte-drapeau, hein, le sous-lieutenant Martin Fourcade. Alors, les athlètes de haut niveau de la défense sont rattachés au Centre national des sports de défense, mais leur camp de base, pour ce qui concerne les skieurs, est toujours situé dans les Alpes, à Chamonix, et la plupart des skieurs, lorsqu'ils sont en tenue, portent la tenue bleue et le béret des chasseurs alpins. Et c'est intéressant de regarder les résultats de nos athlètes au JO de Corée, puisqu'on se rend compte que sur la centaine d'athlètes français, il y en avait 18 qui étaient militaires, ce qui est 20% à peu près. Et ils ont ramené la moitié des médailles et 4 des 5 titres olympiques. Donc les militaires ont ramené la moitié des médailles et 4 des 5 titres olympiques. Le biathlon, bien sûr, restant la discipline la plus productive. Donc nous en tirons une légitime fierté. Mais en définitive, diapo suivante, en définitive, la véritable singularité du soldat de montagne, c'est plutôt son état d'esprit. Qui mêle dans une alchimie assez subtile qualité du soldat et qualité du montagnard. C'est vraiment un mélange de courage, d'abnégation, d'esprit collectif, d'audace, d'humilité, qu'on forge dans un milieu qui est hostile, où on connaît très très vite ses limites, et qu'on exploite ensuite, qu'on exprime en opération, où on sait s'adapter aux milieux les plus compliqués et aux adversaires les plus coriaces. J'aime bien cette phrase de Nietzsche qui disait « Une heure d'ascension dans les montagnes fait d'un gredin et d'un saint 2 créatures à peu près semblables. La fatigue est le plus court chemin vers l'égalité. » À travers cette phrase, vous pouvez voir le type de relation qu'on peut entretenir dans les troupes de montagne, où il y a une véritable proximité entre le chef et ses hommes, et le chasseur comme le général porte le même sac en montagne. Et le sous-titre de l'ouvrage de Guillaume Desmurs, qui est à l'écran, « L'esprit de cordée au service de la France », c'est un ouvrage qui est paru chez Glénat cette année, donc à l'occasion des 130 ans, l'esprit de cordée au service de la France. Pour moi, c'est vraiment un résumé assez saisissant de tout cela, en fait, de cette histoire et de cet état d'esprit si singulier. On peut y ajouter aussi l'Entraide Montagne, qui est notre association, qui est aux côtés de tous ceux qui ont été blessés en montagne ou en opération, qui est aux côtés aussi des familles, hein, des blessés et des tués, qui suivent dans la durée. Pour moi, elle est très très emblématique de notre état d'esprit. Et enfin, je termine par vous proposer 2 rendez-vous qui vous permettraient de mieux connaître les troupes de montagne. Le premier, c'est l'exercice CERS, qui se situera fin avril à Valloire. Valloire, c'est en Savoie, sous le col du Galibier. On est à la porte de ce qu'on appelle le grand champ de tir des Alpes, qui est tout cet espace en montagne où on est capable de faire du tir en terrain libre. On n'est pas du tout dans un camp. On met en œuvre des champs de tir temporaires. On sanctuarise l'espace, bien sûr, hein, pour la sécurité. Et donc, dans cet espace-là, on est capable de mener des manœuvres à tir réel en terrain enneigé, où on met en œuvre tous les systèmes d'armes, et avec des volumes allant jusqu'au sous-groupement à groupement, donc 150 hommes ou plusieurs fois 150 hommes. Et c'est très intéressant parce que pour nous, ça nous permet évidemment de travailler tous les fondamentaux du tir et de la manœuvre en terrain enneigé. Et il y aura une nouveauté cette année lors de cet exercice.
On va faire, pour la première fois, on va faire tirer des hélicoptères Tigre au canon de 30, donc en réel hein, et en terrain libre. Je pense que ce sera intéressant à observer. Et enfin, le deuxième rendez-vous, c'est notre rassemblement annuel qui prend cette année une ampleur un peu particulière. C'est la fête de la Saint-Bernard, hein, c'est notre rassemblement annuel. Saint-Bernard de Menton étant le saint patron des alpinistes et des soldats de montagne. Donc nous allons fêter ça dignement du 14 au 17 juin à Grenoble. Grenoble qui est la capitale des troupes de montagne depuis toujours. Alors il y a peut-être deux journées à retenir qui peuvent retenir votre attention. C'est le 15 juin qui est la prise d'armes un peu formelle, hein, c'est la cérémonie un peu officielle. Et puis le 17 juin au cœur de Grenoble, dans le parc Paul Mistral, on va faire une grande journée de rencontres, de solidarité avec des démonstrations, etc. Et solidarité bien sûr au profit de nos blessés. Cela dit, si vous voulez courir avec nous le 16 juin pour le trail de la Saint-Bernard, vous êtes évidemment les bienvenus. Ça fait 20 km et 130 mètres de dénivelé. Et ce sera assez sympathique aussi, la course à pied, ou en tout cas l'effort physique, étant dans les gènes profonds du soldat de montagne. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai pu vous aider à mieux connaître les troupes de montagne.